Alors, deuxième chose au niveau de la prise de parole en public, cette fois, nous allons dans le fond. Le fond. Alors, dans le fond, la première chose au niveau du fond, c'est ce qu'on appelle le fil conducteur. Le fil conducteur. On ne prend jamais la parole en public sans fil conducteur. Jamais. Ne commettez plus jamais cette erreur de prendre la parole en public sans avoir un fil conducteur. Un fil conducteur, c'est un peu comme le sommaire. C'est un peu comme les étapes que vous suivez pour atteindre l'objectif de votre prise de parole. Et on ne prend jamais la parole sans fil conducteur. Vous n'êtes pas obligé de retenir ce que vous allez dire, mais le fil conducteur, il faut le retenir. Je vous prends un exemple de fil conducteur, par exemple, s'il s'agit de présenter un projet. Si je veux présenter un projet, je peux utiliser le fil conducteur suivant. Je commence par le contexte. Ensuite, je vais situer le problème. Ensuite, je vais donner les conséquences du problème. Ensuite, je vais présenter la solution. Je vais présenter la solution. Ensuite, je vais présenter les perspectives. Et je vais finir par une conclusion. Ça, c'est un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose qu'il faut faire à chaque fois. Et si je veux, par exemple, présenter un projet, je peux utiliser cet exemple de fil conducteur. Ça veut dire que je commence par le contexte. Ensuite, je situe le problème. Ensuite, je présente les conséquences du problème. Ensuite, je présente la solution. Je montre les perspectives de ma solution et je finis par une conclusion. Alors, je vais vous prendre un exemple de fil conducteur d'un projet. Au Cameroun, en 2017, il y a une étude qui a été menée par le ministère de la Santé publique. Cette étude consistait à aller dans les différents hôpitaux publics, privés et confessionnels afin d'identifier le nombre de poches de sang sécurisées nécessaires pour couvrir les besoins en transfusion sanguine tout au long de l'année 2017. Et cette étude a révélé que tout au long de l'année 2017, le nombre de poches de sang dont les hôpitaux publics, privés et confessionnels avaient besoin était évalué à 400 000 poches pour toute l'année. Et pendant cette année 2017, tous ces hôpitaux n'ont pu recueillir que 91 000 poches de sang. C'est pour que vous puissiez évaluer le nombre de personnes qui arrivent dans les hôpitaux, qui ont besoin du sang et qui décèdent parce que le sang n'est pas disponible. Il y a 3 catégories de patients qui sont plus victimes de ce type de problème. La première catégorie, ce sont les femmes enceintes qui représentent 40%. Ce sont des femmes qui vont tomber enceintes et durant leur grossesse, elles auront des hémorragies qui peuvent être au premier, au deuxième ou au troisième trimestre. Et elles vont décéder parce que ces hémorragies parfois seront à l'origine d'une nécessité de transfusion sanguine qui ne pourra pas se faire parce que le sang étant indisponible. La deuxième catégorie des personnes les plus victimes de ce type de problème, ce sont les personnes victimes des accidents de la voie publique. Par exemple, dans la ville de Douala, les principales personnes touchées, ce sont les mototaximans qui seront victimes d'un accident de la voie publique, qui vont arriver dans un hôpital de référence parfois, qui auront beaucoup saigné. On aura besoin du sang pour leur transfuser cela afin qu'ils puissent survivre de leurs blessures et l'indisponibilité des poches de sang pourront entraîner soit une morbidité ou un décès qui pour Internet avec une plateforme USSD qui permettra de pouvoir retrouver des personnes qui sont à maximum 1 km de lui et qui ont le sang compatible pour pouvoir lui offrir ce sang-là en cas d'urgence dans les structures hospitalières. Ce qui nous permettra certainement pas de sauver le monde, mais au moins de sauver quelques-unes des personnes qui ont une nécessité urgente de transfusion sanguine afin que ce problème soit résolu de façon progressive. Dans un court terme, nous comptons travailler aussi avec des nouvelles technologies, par exemple d'intelligence artificielle, qui sont associées par exemple aux drones. Parce que si par exemple vous êtes à Douala et vous êtes à l'hôpital Lakentini, vous avez besoin du sang, mais le sang dont vous avez besoin se trouve à Village. Le temps que le sang va mettre pour vous retrouver à Lakentini parfois peut être trop long et ce temps-là peut entraîner un décès. Pourtant, nous avons des technologies très simples, des drones que nous pouvons utiliser donc pour pouvoir faire en sorte que la livraison du sang soit beaucoup plus facile lorsqu'on a identifié un donneur qui se trouve dans un environnement géographique soit plus éloigné ou alors lorsqu'il y a par exemple des embouteillages qui ne pourront pas permettre que la livraison soit fluide. Et nous comptons d'ici 5 ans couvrir les 2 villes les plus principales du Cameroun, notamment Yaoundé et Douala, et dans un long terme de 5 à 10 ans, de pouvoir couvrir tout le Cameroun et pourquoi pas les pays de la sous-région.
Ça, c'est un exemple de présentation de projet basé sur ce fil conducteur. Et si vous voyez bien, je suis en train de respecter exactement ce fil conducteur-là, étape par étape. Je ne m'embrouille pas. Et je commence par le contexte. Dès que je finis le contexte, je présente le problème, je donne les conséquences du problème, je présente la solution, je donne les perspectives et je conclue. Je n'ai pas eu besoin de retenir le texte, ce n'est pas nécessaire. Par contre, je dois suivre le fil conducteur. Pour ne pas me retrouver dans des situations où je dis, voilà, la semaine dernière, on a parlé de apprendre à apprendre. Oui, 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 on a aussi parlé de la mémoire. La mémoire, il faut savoir qu'il y a deux types de mémoire. Bon, avant même la mémoire, on a parlé de l'équation entrepreneuriale. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de fil conducteur. Vous avez dit qu'il se rappelle de quelque chose et il dit. Et puis il se rappelle d'une autre, il dit. En fait, il n'est pas en train de suivre un canevas. Et ça montre en fait une impréparation. Tout simplement. Donc rien qu'en écoutant comment tu parles, je peux savoir que tu n'es pas suffisamment préparé. Donc ne prenez jamais la parole en public sans fil conducteur. Si vous ne maîtrisez pas encore votre fil conducteur, vous pouvez utiliser un support. C'est pour ça qu'on appelle ça les supports de communication. Une diapositive, c'est un support. Ce n'est pas ça le cours. C'est pour ça qu'il ne doit pas avoir trop de texte. Ça vous aide juste à respecter le fil conducteur. Vous ne devez pas être là devant pour commencer à lire la diapositive qui n'est pas le cours. C'est vous le cours. La diapositive n'est qu'un support. Alors, autre chose au niveau du fond, après le fil conducteur, on a les statistiques. Les statistiques. Alors, on a vu la dernière fois qu'il y a une partie du cerveau qui est purement rationnelle. C'est le néocortex, le nouveau cerveau ou encore tout simplement le cerveau gauche. Ça veut dire que quand vous prenez la parole en public, on a vu dans les formes d'intelligence tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont l'intelligence logico-mathématique. C'est des personnes qui aiment des chiffres, c'est des personnes qui aiment les nombres, qui aiment les calculs, qui aiment les algorithmes, qui aiment la logique. Donc pour eux, s'il n'y a pas de chiffres, de statistiques dans ce que vous dites, c'est du verbiage et du bavardage. Donc, il ne faut jamais prendre la parole en public, surtout lorsque vous présentez un projet sans donner de statistiques. Jamais. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a Internet. Ça permet beaucoup plus facilement d'avoir accès à des bases de données qui vous donnent accès à des statistiques assez facilement. Et chaque fois que vous donnez une statistique, il est fondamental d'en donner la référence. Toujours. Parce que la référence permet de savoir si la statistique est toujours fiable à l'instant où on est en train d'en parler ou pas. Si vous parlez d'une statistique qui date de 2016, il faut préciser que c'est 2016. Il faut préciser le contexte dans lequel cette statistique a été trouvée pour qu'on sache si on peut l'étendre à un autre environnement, si on peut la généraliser à tout le pays ou si c'est justement restreint juste à un environnement bien précis. Et c'est en donnant la référence donc qu'on a la possibilité de faire ce type de conjecture. Alors, la troisième chose au niveau du fond, c'est le complexe messager. Alors, fatalement, ou plutôt malheureusement, ou encore plutôt heureusement pour certains, dans la prise de parole en public, l'habit fait le moine. Ça veut dire que si vous êtes en train de transmettre un message et que vous n'avez pas qualité pour transmettre ce message, ou vous n'avez pas la valeur perçue qui correspond à ce message, le message ne passe pas. Je vais vous prendre deux exemples. On finit cette conférence et vous vous rendez en route, vous rencontrez une dame qui vend les oranges en route. Vous lui dites, la mère, je veux les oranges. C'est combien? Elle vous dit, il y a pour 50, il y a pour 75, il y a pour 100 francs. Vous dites, ok, la mère, je veux 3 oranges de 100 francs. Elle vous sert les oranges. Dès qu'elle finit de vous servir les oranges, elle vous dit, mon fils, est-ce que tu connais les secrets de la réussite? Tu dis que la mère, non, je ne connais pas. Elle dit que les secrets de la réussite, c'est de se lever tous les matins à 4 heures et lire un livre. Si tu fais ça pendant 5 ans, mon fils, tu as réussi. Alors, ce qui va se passer dans le cerveau de la majeure partie des gens, c'est, mais la mère, pourquoi toi-même tu ne lis pas? Parce que moi, mon rêve, ce n'est pas de vendre les oranges. Si c'est que tu veux que je lise les livres pour finir vendeur d'oranges, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est un cas de figure où le message peut même être très pertinent, mais ce n'est pas le bon messager. Ça veut dire que directement, vous allez être figé parce que vous estimez qu'en fait, le messager n'a pas qualité pour transmettre ce type de message-là. Je prends un autre cas de figure. Un jour, il y a un monsieur qui vient me rencontrer, il se baladait en route avec des produits. Il me dit, monsieur,
Voici une lotion anti-acnéique. Dès que vous utilisez ça, vous n'aurez plus de boutons. Et je regarde son visage. Je vois un clavier sur son visage. Et je dis, gars, pourquoi tu n'utilises pas ton produit? Parce que c'est toi qui dois d'abord commencer. C'est toi d'abord la cible. Alors, tu ne peux pas me vendre quelque chose, tu me dis que ça résout l'acné alors que toi, tu as un clavier sur le visage. C'est pour ça que je dis qu'ici, le messager doit avoir qualité pour transmettre le message pour qu'il n'y ait pas de filtre et d'objection. C'est la raison pour laquelle, quand vous suivez les débats du dimanche, quand un gars veut prendre la parole, on lui dit par exemple que quels sont les problèmes du Cameroun. Il va dire « Bonsoir. Je me présente d'abord. Je suis X tel. J'ai eu un doctorat à Harvard. J'ai eu 2 licences à Paris 13. Et j'ai terminé mes études à l'université de Yaoundé 1 où je suis en train de soutenir ma thèse de doctorat. » Alors maintenant, vous avez posé une question qui est celle de savoir quels sont les problèmes du Cameroun. En fait, lui, qu'est-ce qu'il vient de faire? Il veut d'abord montrer qu'il a qualité. Parce qu'en disant ses diplômes, tout ça, c'est pour que les gens se disent que bon, c'est quand même un expert. Même s'il dit des bêtises, c'est un expert. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand vous allez prendre la parole en public, la première chose que les gens vont faire, ils vont se poser la question, est-ce que vous avez qualité pour parler de ce que vous êtes en train de dire? Ils ne vont même pas écouter ce que vous dites, ils vont d'abord se poser la question si vous avez qualité. Et tant que vous n'allez pas rompre ce filtre-là, tout ce que vous dites, qu'importe la pertinence, ils ne vont pas écouter. Moi, je prends un exemple parce que ça m'est arrivé tellement de fois. Quand j'ai commencé, par exemple, avec mon premier projet SOS Médecins, un jour, je m'en vais dans un hôpital de la place que je ne vais pas citer et je rencontre le responsable, je lui présente le projet. Il me dit que tu veux me faire comprendre que tout SOS Médecins, là, c'est seulement toi. Je lui dis que quand tu dis que c'est seulement toi, qu'est-ce que ça signifie? Je suis médecin. Comment tu dis que c'est seulement moi? Parce que pour lui, il estime que tu ne peux pas faire ça en fait. Il y a forcément des gens qui te soutiennent, il y a forcément des gens derrière toi et tout. En fait, c'est parce qu'il y a la barrière du messager qui n'est pas encore franchie. Et il estime que tu n'as pas qualité à lui parler de ce que tu es en train de parler. Je ne parle même pas des conférences, parce que je pense que s'il y a une personne qui a eu à rencontrer froidement cela, c'est moi. Parce que lorsque tu fais une conférence où, par exemple, tu dois parler de l'économie, ou tu dois parler du marketing, les gens vont dire que mais toi, tu es médecin, tu nous parles du marketing, pourquoi? Qui es-tu pour nous parler du marketing, ou pour nous parler de l'économie, ou pour nous parler de la communication? Ce qui fait donc en sorte que dans ce cas de figure, il y a un seul moyen pour vous donner qualité, ce sont vos résultats. Il n'y a que vos résultats qui pourront permettre de faire en sorte que les gens comprennent que vous avez qualité. C'est la seule chose. Parce que si vous n'avez pas de résultats et en même temps vous n'avez même pas qualité sur le plan académique, c'est mort. Ça, c'est juste pour faire comprendre à ceux qui n'ont pas forcément fréquenté que vous pouvez aussi vous imposer dans un domaine si vous avez des résultats. Donc, ne vous faites pas... Les gens vont vous insulter, c'est normal. Les gens vont dire que vous êtes un usurpateur. C'est normal. Vous êtes dans un processus d'apprentissage. Mais il faudrait faire taire les gens avec les résultats. Dernièrement, il y a une association de médecins spécialistes qui s'appelle le Remédic. Ils m'ont contacté pour que je vienne former les médecins sur l'entrepreneuriat médical. C'était la semaine dernière. Et c'était juste samedi, c'est-à-dire juste après vous. Ça veut dire que quand on a fini, j'étais obligé de me rendre à Yaoundé pour ça. Et pendant cette conférence et cette formation, dans la salle, il y avait principalement les médecins spécialistes. Et je peux vous dire que quand tu vas venir te placer devant pour parler devant des médecins spécialistes, la première chose qui se pose, et qui presque tous sont tes aînés de parfois plus de 15 ans, la première question qui se pose, mais celui-ci, il est qui? Pour venir nous parler de l'entrepreneuriat médical. La seule chose qui fait taire les gens et fait en sorte qu'à un moment donné, ils prennent les notes. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils viennent à la fin du coup, ouais, s'il te plaît, on peut se rencontrer quand? Ce sont les résultats. Ça veut dire quand ils voient les résultats et ils comprennent qu'en fait, tu as vraiment quelque chose à leur partager parce qu'il y a une étape que tu as eu à franchir, il y a des résultats que tu as obtenus, que eux, ils n'arrivent même pas encore à franchir le pas. Donc, n'ayez pas peur au début des critiques. C'est pour ça que j'aime toujours dire, on va se moquer de vous, on va vous insulter, mais dites-vous juste que je dois avoir mes résultats. Quand j'aurai mes résultats, les gens sauront que j'ai qualité. Alors, l'autre chose maintenant à prendre en considération au niveau du fond,
Et c'est quelque chose de très important, c'est le storytelling. Le storytelling. Alors, c'est quoi le storytelling? Le storytelling, c'est le fait de pouvoir transmettre un message en utilisant une histoire. Ça veut dire, au lieu de présenter uniquement le message de façon directe, vous allez raconter une histoire à travers laquelle le message va ressortir. Je vais prendre un exemple de storytelling. 2015, je suis médecin à l'hôpital régional de Bafoussam. À l'hôpital régional de Bafoussam, il y a un service où je travaillais, notamment le service des urgences. Et 3 fois par semaine, donc, j'étais aux urgences, je travaillais avec le médecin titulaire dans le but de pouvoir offrir des prestations aux patients qui venaient aux urgences. Un jour, on reçoit donc un patient qui arrive, c'était une dame âgée de 23 ans. Et quand je la consulte, je me rends compte que c'est une dame qui recherche un enfant depuis plus de 4 ans. Depuis plus de 4 ans, elle essaye d'avoir un enfant et n'y arrive pas. Donc, elle souffre d'une infertilité. Il était donc question de rechercher quelles sont les causes de son infertilité. On a commencé à la suivre, on l'a suivi, on l'a suivi, on l'a suivi. On l'a suivi pendant 1 an. On a identifié les causes, on a essayé de traiter, de la suivre, de le traiter, de la suivre. Et 1 an après, plus exactement 1 an, 2 mois, un jour, elle m'envoie un message. Et quand je reçois le message, elle me dit « Docteur, j'ai enfin pu tomber enceinte ». Elle me montre la photo de son test de grossesse. Je me rappelle ce jour, c'était carrément de la liesse. Parce que après avoir travaillé autant et avec autant d'acharnement, on avait réussi à faire en sorte qu'elle puisse atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé 4 ans auparavant. Et on commence à se dire, c'est quand même une grossesse précieuse, parce que si elle recherche l'enfant depuis autant d'années, il faudrait que cette grossesse se déroule de la manière la plus harmonieuse possible. Donc on commence dans ses visites médicales, on la suit, on la suit, on la suit, on la suit. Et à partir d'un moment de sa grossesse, on se rend compte qu'elle a une anomalie du placenta qui s'appelle le placenta praevia. C'est quand le placenta est très bas situé et à tout moment, il peut commencer à saigner et ça peut à tout moment entraîner un avortement spontané et faire en sorte que la dame perde beaucoup de sang et parfois même ait des hémorragies qui peuvent être fatales. Et lorsque une dame a une anomalie pareille du placenta, qu'est-ce qu'on fait en général? Il faut que les consultations prénatales soient plus accentuées, il faut que le suivi soit plus régulier et plus strict. Il y a certaines conditions qu'elle doit pouvoir respecter afin que les complications ne puissent pas survenir. Et c'est ce qu'on a tenu à faire parce que grossesse précieuse, il faudrait vraiment qu'on ait un suivi particulier et méticuleux. Alors, à 8 mois de grossesse, un jour, elle arrive à l'hôpital à 23 h. Quand on la reçoit aux urgences, elle saignait abondamment. On arrive en salle d'accouchement, on se rend donc compte qu'elle a commencé à saigner. Et elle avait commencé à saigner depuis la maison, depuis plus de 2 heures de temps. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une urgence médicale absolue. Il faut urgemment l'amener au bloc opératoire. On ne peut pas attendre qu'elle soit en train de travailler, dire qu'elle pousse, non. Il faut aller au bloc, ouvrir rapidement, sauver l'enfant et la sauver elle-même. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? Pour arriver au bloc, il faut du sang. Et quand on fait une évaluation rapide, on se rend compte qu'il faut au moins 3 poches de sang pour qu'on puisse la sauver. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche à l'hôpital, il n'y a pas de sang. Elle est au résus négatif. On essaye de chercher partout, on ne trouve pas le sang. Les gens de sa famille viennent, on teste, on ne trouve pas. On cherche dans tous les environs, on ne trouve pas le sang. 1 heure de temps, on ne trouve pas le sang. 1h30, on ne trouve pas le sang. On se dit non, on ne va pas attendre. Pendant que vous continuez de chercher le sang, on va aller au bloc opératoire. Il faut qu'on sauve l'enfant parce que son cœur continue toujours de battre. On arrive au bloc opératoire, on ouvre, on réussit à sauver l'enfant. Quelques minutes après, elle décède. Et ce jour-là, on s'est mis à pleurer au bloc opératoire. Et on se disait, mais attends. Voilà une dame qui recherchait l'enfant depuis plus de 4 ans. On l'a suivie. Elle a une complication où on a besoin du sang et on ne trouve pas le sang. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'argent. C'est juste qu'en fait, le sang n'est pas disponible. Et je me dis, mais comment des gens peuvent mourir encore de ce type de problème chez nous? C'est là où je commence à m'intéresser à cette thématique pour essayer de savoir s'il y a d'autres personnes qui décèdent de cette façon. Parce qu'il faudrait qu'on puisse enfin apporter une solution pertinente à cela. C'est là où maintenant je me rends compte, 2 ans plus tard, en 2017, que le ministère de la Santé publique a eu à faire un travail scientifique dessus et ils ont évalué le nombre de poches à 400 000 poches. Et en réalité, cette année, ils n'avaient pu récolter que 91 000. Et là, je continue à présenter le projet, la solution, etc. Donc en fait, ça c'est le même projet que j'ai présenté tout à l'heure, sauf que cette fois, je le présente avec un storytelling.
Et la particularité, c'est quoi? C'est que cette fois, ça provoque plus d'émotions. Cette fois, on peut facilement se connecter au message, à l'histoire. Cette fois, on peut réfléchir et on peut voir quelqu'un de notre famille qui est aussi décédé parce qu'il n'y avait pas le sang. Ou un proche qui est décédé parce qu'il n'y avait pas de sang. Et la particularité, c'est quoi? C'est que, on l'a vu dans Apprendre à apprendre, la mémoire, la prise de décision et les émotions sont situées dans la même partie du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Ça veut dire que si vous voulez pousser des personnes à prendre des décisions plus facilement, il faut toucher leurs émotions. Et si je veux donc pousser par exemple des investisseurs à investir dans ce projet, il sera plus pertinent pour moi de raconter le projet sous forme de storytelling. C'est ça dans le storytelling. Donc c'est une technique, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez décider de l'utiliser ou pas. Mais l'avantage, c'est que ça permet plus facilement de susciter des émotions et de pouvoir donc toucher l'auditoire plus facilement. Alors, autre chose à comprendre, c'est la maîtrise. La maîtrise du sujet. Alors, il est extrêmement important lorsqu'on prend la parole en public de maîtriser le sujet. Parce que si vous ne maîtrisez pas le sujet, sur le plan non verbal, vous allez commencer à manifester des signes de manque de confiance. Parce que lorsque quelqu'un ne maîtrise pas un sujet, il va commencer à manquer de confiance en lui. Une bonne improvisation se prépare au moins 50 fois. Si vous voyez quelqu'un se placer devant vous et il improvise des choses, vous avez l'impression qu'il est trop fort, sachez que c'est au moins 150 essais. On ne se lève pas pour improviser n'importe comment. Et c'est en essayant plusieurs fois que ça développe notre capacité à pouvoir improviser. En fait, c'est très important de comprendre ces techniques. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où on vous pose des questions inattendues. Ça peut être que vous êtes en train de présenter votre projet devant des investisseurs et vous posez une question à laquelle vous n'êtes pas préparé. Et il va falloir donner une réponse pertinente. Parce qu'un investisseur peut poser une question et directement tous les autres investisseurs se disent que oui, c'est même vrai. On n'avait pas pensé à ça. Explique-nous. Parce qu'il y a un qui voulait y payer. Mais dès qu'on pose, il dit attention, il faut qu'il réponde d'abord. Parce que si ce n'est pas pertinent, il ne paye plus. Et si tu m'aides sur cette question, c'est mort. C'est mort, c'est fini, ça tue le projet. Donc, tout ça entre aussi dans la prise de parole en public. Ça veut dire que n'essayez pas de retenir par cœur. C'est inutile et ça ne fonctionne pas. Par contre, définissez les techniques que vous allez suivre et ayez toujours un fil conducteur. Alors, ça, c'est aussi des techniques dans la prise de parole en public au niveau du fond. Le zoom avant et le zoom arrière. Donc voilà ici présenté globalement les techniques sur le plan j'ai envie de dire, théorique, qui permettent de pouvoir avoir une prise de parole en public qui soit convenable.